Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre émission basée sur l'histoire avec un grand H, un programme exceptionnel avec des invités exceptionnels. Bienvenue dans Histoire d'en parler, générique. Bonsoir et merci de nous suivre pour cette grande aventure qui s'ouvre ce soir, avec vous, avec nous, et sans plus tarder, voici dès à présent notre première invitée. Elle est professeure d'histoire-géographie, elle nous a eu personnellement comme élève en classe de seconde et en terminale, n'est-ce pas Ethan? Voici Laurence Carré-Martin. Bonsoir à tous, bonsoir vous deux, et merci de m'avoir invité. J'ai répondu favorablement à Ethan et à Kylian, donc je veux bien les aider. Mais petite précaution oratoire, je vais me permettre de faire quelques petits apartés un peu rigolos parce que faut mettre un peu d'ambiance. Alors Laurence, si nous vous avons invité, c'est tout de même pour parler histoire, c'est un peu le but de l'émission. Et quand on s'est dit avec Kylian quelle était la personnalité féminine de l'histoire de France à la vie incroyable, on a tout de suite pensé à Catherine de Médicis. Et donc, si vous êtes partante, on vous propose de remonter le temps à la rencontre de l'une des reines de France les plus célèbres du monde. Bon, c'est à moi de commencer. Alors, notre aventure débute en 1519. Le seigneur de Florence et le duc Urbino, Laurent II de Médicis, bon, Kylian aurait pu éviter un peu tous ces noms, et son épouse Madeleine de la Tour d'Auvergne attendent tous les deux un heureux événement. Un bébé est en route. C'est une petite fille, bravo, qui viendra au monde le 13 avril de cette année à Florence, au nom de Caterina Maria Romola di Lorenzo de Médicis, ou en français, ou en bon français, Catherine de Médicis. La jeune enfance de Catherine est très mouvementée. Sa mère, la comtesse de Lauragais, mourra d'une mauvaise fièvre 15 jours après la naissance du bébé. Son père suivra 6 jours après le décès de sa femme de la syphilis. À l'âge de 21 jours, Catherine est déjà duchesse d'Urbino et comtesse de Lauragais. Cependant, elle n'hérite pas de la République florentine. Le titre de seigneur de Florence passe alors au neveu de Laurent le Magnifique, arrière-grand-père de Catherine, Jules de Médicis, futur pape Clément VII. La jeune Catherine est alors prise en charge par sa grand-mère maternelle, Alfonsini Orsini, et sa tante Clarisse de Médicis. Il faut savoir qu'en tant qu'héritière des Médicis, les Florentins la surnommaient affectueusement la Duchessina, la petite duchesse. Elle bénéficiera durant sa petite enfance assez mouvementée, il faut bien le reconnaître, de la protection de son grand-oncle, le pape Léon X, puis de son cousin, le pape Clément VII. N'oubliez pas qu'à l'époque, ce sont les hommes qui protègent les femmes, n'est-ce pas? Malgré sa protection, Clément VII livrera une guerre sans pitié au roi d'Espagne et empereur du Saint-Empire Charles Quint. Le pape, défait par les Espagnols, doit faire face à de nombreuses contestations à Rome, ce qui permettra aux républicains florentins de se soulever contre la famille Médicis et de prendre le contrôle de la ville. Catherine sera retenue en otage en 1529 par les républicains qui menaceront de la violer ou de la tuer lorsque les armées de Charles Quint assiégeront la ville. À cette époque, Catherine de Médicis n'est encore qu'une enfant âgée de seulement 10 ans. Le siège de Florence devenant un véritable traumatisme pour la fillette, on décida de la placer dans différents couvents afin de la protéger. À la fin du siège, son demi-frère Alexandre devient le nouveau maître de Florence et est fait duc de Toscane par Clément VII en 1532. Et une fois que Florence sera soumise au Saint-Siège et au Saint-Empire, Catherine sera emmenée au Vatican, où elle grandira auprès du pape pendant 3 ans. Elle sera très bien éduquée. Elle se fera une culture imprégnée d'humanisme et de philosophie platonique. Il faut savoir que pendant l'éducation de la jeune héritière des Médicis, le pape en a ras-le-bol de l'influence, ras-le-bol, Kylian, tu pourrais faire attention à ton style, qu'exerce Charles Quint sur l'Italie de la ville éternelle. Clément VII fait alors alliance avec le roi François Ier de France. Ah oui, je voulais vous dire, je ne suis pas maître du script. Et à l'époque, une alliance se solde par un contrat de mariage. Sauf que, petit inconvénient bien français, seules les filles d'empereurs ou de rois peuvent aspirer à devenir reine de France. Donc Catherine n'épousera pas l'héritier de la couronne, le duc François III de Bretagne, mais son petit frère, Henri, le duc d'Orléans. Elle quitte l'Italie le 1er septembre 1533 avec près de 130 000 écus d'argent et de bijoux. Une dot assez importante visant à boucher le trou, non pas de la Sécu, mais des finances royales de la France.
J'ai l'impression que dans toute l'histoire du pays, la France a toujours eu des problèmes avec ses finances, mais enfin bon bref. Catherine débarquera à Marseille avec le pape, où le mariage aura lieu le 28 octobre 1533 avec Henri de France, sous la bénédiction de Clément VII. Après le bal du mariage, les deux jeunes époux iront le consommer dans la chambre nuptiale, rendant de fait, selon les rites catholiques, impossible une répudiation de la jeune italienne. Ça, c'est pour la partie nuptiale, romantique de la chose. Côté politique, le mariage fait promettre à la France d'apporter son soutien à la papauté pour la reconquête des duchés de Milan et de Gênes. La légende raconte que Catherine, accompagnée de 40 cuisiniers italiens, ramenait d'Italie de nouvelles denrées alimentaires, comme les sorbets au goût tutti frutti ou le sabayon, une préparation à base de vin blanc et de jaune d'œuf. Alors, petit aparté, selon des sources très importantes, on sait que Ethan ne sait pas faire des pâtes, donc quand on parle de cuisine italienne, vous imaginez. Malheureusement, en 1536, le dauphin François et duc de Bretagne va décéder. Le duc d'Orléans devient donc l'héritier de la couronne de France. En tant que nouvelle dauphine de France, Catherine commence à prendre de plus en plus ses marques à la cour. Elle est remarquée à la cour pour son intelligence par son beau-père, le roi François Ier. Elle se liera d'amitié avec sa belle-sœur Marguerite de France, avec laquelle elle partage la passion pour les arts et les lettres. Près de 10 ans passent et toujours rien. Catherine n'est toujours pas enceinte et craint d'être répudiée. Mais cette peur est soulagée lorsque le 19 janvier 1544 viendra au monde son premier fils, François. Sa naissance, puis celle d'Élisabeth, le 2 avril 1545, conforte sa position à la cour de France. Elle est enfin mère. Le 31 mars 1547, François Ier décède et Henri II monte sur le trône. À l'âge de 28 ans, Catherine est donc catapultée reine de France et est enceinte de la petite Claude, nommée en hommage à la mère d'Henri II, qui naîtra le 12 novembre 1547. Elle sera couronnée reine de France à la basilique Saint-Denis le 10 juin 1549 et se constitue autour d'elle une cour composée de ses compatriotes italiens. Elle suit d'un œil attentif ce qu'il se passe à Florence et protège les opposants de son cousin éloigné, le grand-duc de Toscane, Côme de Médicis, en les réfugiant à la cour de France. C'est d'ailleurs pour ces Italiens que la reine demandera à son époux, le roi Henri II, de confier des charges administratives et militaires. On retrouve parmi ces hommes l'écrivain et poète Gabriel Simeoni, le diplomate et chef militaire Albert de Condy, ainsi que les frères Pierre et Léon Strozzi, tous deux militaires s'illustrant lors des guerres d'Italie. Cependant, la reine doit supporter la présence de la maîtresse de son mari, Diane de Poitiers. Infidélité que cachera tant bien que mal le roi Henri II. Catherine doit accepter que Diane prenne de plus en plus d'influence à la cour au point de recevoir le titre de duchesse de Valentinois, ainsi que la charge de l'éducation des enfants royaux. Catherine souffrira de cette situation, mais toujours en silence. Pendant ce temps, elle donnera naissance au futur Charles IX le 27 juin 1550 et au futur Henri III le 19 septembre 1551, ainsi qu'à la future première épouse d'Henri IV, Marguerite, le 14 mai 1553. Catherine de Médicis obtient des responsabilités lorsque son roi de Marie partira en guerre contre Charles Quint en 1552. Elle assure la régence comme il est coutume dans ces moments-là dans l'histoire de France. C'est elle qui assurera l'approvisionnement des armées françaises avec l'aide du connétable Anne de Montmorency. Et avant de reprendre, on va établir très grossièrement la définition d'un connétable afin que cette émission reste accessible au plus grand nombre. Laurence ? Alors, un connétable sous l'Ancien Régime en France, c'est au départ le responsable des écuries, comme si je ne savais pas ce que ça voulait dire. Puis, c'est devenu par la suite le chef suprême de l'armée royale. Et là, il met encore une sorte de chef d'état-major des armées avant l'heure. Je vous rappelle quand même que je suis prof d'histoire. Catherine sera envoyée par Henri II à Paris afin de lever des fonds nécessaires à la poursuite des guerres d'Italie contre Charles Quint. Mais la claque dans le pif que la France prendra à Saint-Quentin en 1557 et le traité du Cateau-Cambrésis en 1559, rejeté ouvertement par Catherine de Médicis, mettra un terme à la politique d'influence française en Italie. Elle entrera même en opposition face au connétable Anne de Montmorency. Ce traité fera perdre les possessions françaises sur la péninsule et fera marier 2 de ses filles afin de renforcer de nouvelles alliances. Sa fille aînée, Élisabeth, épousera le roi Philippe II d'Espagne, fils de Charles Quint. Elle a 14 ans, lui 32. Et Claude épousera le duc Charles III de Lorraine. Elle a 12 ans, lui 16. Pendant ces cérémonies de mariage royaux, Henri II décédera d'une blessure de tournois à la tête. Il agonisera pendant des jours. Catherine devient reine-mère et veuve à l'âge de 40 ans. C'est un mot
Le pouvoir, ça devait tomber dessus comme la misère sur le pauvre monde, il n'a pas les épaules. François succède à son père sous le nom de François II le 18 juillet 1559. Catherine portera une nouvelle couleur du deuil venue d'Italie, le noir, en lieu et place du blanc. Elle influencera la politique de son fils en lui recommandant de confier la direction du gouvernement aux Guise, membre de la famille de la nouvelle reine de France. Marie Stuart, déjà reine, régnante d'Écosse, sous le nom de Marie Ier. Alors là, je donne une petite précision au temps d'être ch'ti. On ne dit pas Guise, mais Guise. Pourquoi les Guises et pas des Valois ou des Médicis, nous direz-vous ? Bah tout simplement parce que ceux-ci sont très riches et puissants, et parce que Marie de Guise est déjà régente au nom de sa fille Marie Ier d'Écosse. Grâce à cela, ils ont pu prendre une place importante à la cour de France du temps de feu Henri II. Grâce à cette influence, elle fera expulser Diane de Poitiers et Anne de Montmorency de la cour. Étant la mère du roi, elle exerce une influence sur le conseil royal, mais profondément atteinte par la mort de son époux, elle reste plus en retrait face aux Guises, les nouveaux maîtres de la France. Catherine sera tellement peinée qu'elle n'assistera pas au sacre de François II et ne portera plus que du noir jusqu'à la fin de sa vie, d'où son surnom de Veuve Noire. Le règne de François est caractérisé par la montée de violences religieuses. En effet, son père réprimait les protestants, et ceux-ci attendent que le nouveau roi leur accorde la liberté de culte et de conscience. Catherine est vue comme une femme tolérante et ouverte d'esprit, comme moi, quoi. Mais les Guises, qui contrôlent le gouvernement, choisissent de réprimer les protestants, vus comme hérétiques. Ça, c'est pas moi. À la mort de Henri II, Catherine ouvre le dialogue avec les protestants. Prête à accepter leur présence tant que ceux-ci restent discrets et qu'ils ne s'assemblent pas pour que la foi catholique reste la plus majoritaire possible dans le royaume de France, elle devient le premier soutien de la tolérance civile et une opposante aux Guises. Cependant, lorsque les protestants les plus radicaux tenteront d'enlever François II en mars 1560 lors de la conjuration d'Amboise et par les nombreux pamphlets injurieux à son égard, la reine-mère soutiendra la répression des protestants orchestrée par les Guises. Au printemps 1560, le gouvernement des Guises subit une hausse de la popularité qui les pousse à céder davantage de pouvoir à Catherine de Médicis. Elle s'entoure de conseillers tolérants et fait monter leurs idées par le Conseil royal. Parmi eux, on trouve des hommes d'église favorables à la réforme, accusés par Rome de protestantisme. En juin 1560, elle arrive à pousser son fils à nommer le juriste Michel de l'Hôpital comme chancelier de France, l'équivalent de ministre de la Justice. Et pendant l'été, la reine-mère convoquera une assemblée de notables à Fontainebleau pour discuter des problèmes du royaume et donne son soutien à la tenue d'un concile en vue de réformer l'Église de France, malgré l'hostilité du pape. Malheureusement, deuxième drame pour Catherine de Médicis, François II passe l'arme à gauche le 10 décembre 1560. Charles IX monte sur le trône à la mort de son frère mais n'a que 10 ans. Depuis Charles V, le roi peut gouverner sans régence qu'à partir de 13 ans. Et donc, vous l'auriez deviné, la régence est confiée à Catherine de Médicis, la mère de Charles IX. Elle continue naturellement sa politique de conciliation qui ne marche tout simplement pas, mais reste néanmoins optimiste. C'est une idée de merde, et vous le saviez. Vous me filez la gerbe, bande d'enculés. Persévérante même dans l'échec, là on dirait un autoportrait, c'est tout à fait moi. Elle se montre néanmoins ferme lorsqu'il y aura des débordements venant des protestants. Consciente que le royaume de France se déchire, elle décide d'ouvrir à l'automne 1561 le colloque de Poissy, destiné à réconcilier catholiques et protestants. Les catholiques radicaux et le Saint-Siège condamnent ces réunions, tournent le dos à la régente de France. Néanmoins, Catherine reste optimiste. En janvier 1562, Catherine de Médicis, avec l'appui du chancelier Michel de l'Hôpital, commet une révolution en promulguant l'édit de janvier qui donne la liberté de conscience et de culte aux protestants, ainsi que la restitution de leurs lieux de culte spoliés par les catholiques. Cet édit vexe les anciens membres du gouvernement d'Henri II. Malgré les différentes lois que la régente tente de faire appliquer, la mayonnaise ne prend pas. Les guerres continuent de déchirer la France. La paix d'Amboise en 1563, consécutif au siège de Rouen, donne encore plus de liberté aux Huguenots dans les villes. Le 17 août 1563, Charles IX est âgé de 13 ans et la régence prend fin. Mais le roi lui redonne l'intégralité de ses pouvoirs. Pour simplifier, Catherine garde la main mise sur les affaires de la France, mais de manière officieuse. L'heure est à la reconstruction et Catherine, afin de faire connaître le roi Charles IX à ses sujets, entreprend de faire un tour de France avec sa famille pendant 28 mois. À partir de 1564. L'idée étant de promouvoir la paix et de faire oublier les dissensions religieuses. Le voyage prend fin le 1er mai, en 1566 à Moulins.
C'est pendant ces années qu'elle décidera de faire bâtir le Palais des Tuileries, en face du Louvre à Paris. Après 4 ans de paix, les conflits reprennent lorsque Louis Ier de Bourbon-Condé, l'oncle d'Henri IV, tentera d'enlever le roi lors de la surprise de Meaux. Charles IX et Catherine se réfugient à Paris et se sentent trahis par le chef des protestants. Se rendant enfin compte, malgré ses bonnes volontés, de l'échec de sa politique de conciliation, Catherine décide de rendre pour unique et seul responsable de cet échec le chancelier Michel de l'Hôpital. Elle finira par le renvoyer en mai 1568 et décide d'en finir avec les guerres de religion, coûte que coûte. En 1570, Catherine de Médicis oblige les protestants à accepter la paix de Saint-Germain-en-Laye, qui restreint fortement la liberté de culte des protestants. Le 24 août 1572, elle pousse le roi à massacrer les chefs huguenots à Paris. Ces chefs étaient venus pour assister au mariage de la fille de Catherine, Claude avec Henri de Navarre, futur Henri IV. Malheureusement, ces événements dégénèrent très vite, et malgré tout ce que font Charles IX et Catherine pour arrêter cette folie, pas moins de 30 000 personnes mourront dans toute la France. Catherine devient impopulaire. Le 30 mai 1574, Charles IX meurt à l'âge de 23 ans. Son successeur, élu roi de Pologne l'année précédente, doit rentrer en France et abdique le trône polonais. Pendant ce temps, Catherine doit assurer l'intérim. Petit anachronisme, on ne parle pas d'intérim, mot qui n'existait pas à l'époque. Lorsque Henri III rentre en France, il entend gouverner par lui-même. Catherine ne peut plus agir sans le consentement du roi. Henri III commence à placer ses fidèles comme on place ses pions sur un échiquier, et le pouvoir échappe de plus en plus à Catherine, qui convainc néanmoins à garder Albert de Gondi au gouvernement. La reine-mère se remet mal de la mort de sa fille Claude et ne s'entend pas du tout avec la nouvelle reine de France, Louise de Lorraine-Vaudémont. Néanmoins, elle reste active au sein du gouvernement et prépare son dernier fils, François, à la succession, mais décédera incessamment sous peu. Elle devient une sorte de diplomate, puisqu'elle est envoyée par son fils aux 4 coins du royaume dans le but de faire respecter les lois, édits et décisions du roi de France. Elle organise un nouveau tour de France, dans lequel elle rencontrera son gendre Henri de Navarre, se réconciliera avec sa fille Marguerite et enverra François, son dernier fils, épouser la reine Élisabeth Ier d'Angleterre, qui refusera. Lorsque la tournée s'achève en 1579, Catherine est heureuse d'avoir rétabli les liens dans sa famille. Catherine dépasse 60 ans, moi pas encore. Et nous sommes dans les années 1580. Elle n'hésite pas à donner de sa personne, comme moi là aujourd'hui, afin de par exemple rejoindre l'église à l'ordre en 1585. En 1588, elle se glisse parmi les insurgés parisiens lors de la journée des barricades, afin de les affronter. Elle finit par se tailler une réputation de combattante et impose le respect. Je vous ai dit que c'est un autoportrait. Mais son entêtement à se battre pour une cause perdue, la discrédite largement. Catherine entreprend son dernier voyage à Blois où se tiennent les états généraux de 1589. Lorsque l'hiver arrive, elle prend froid, sa santé décline rapidement depuis l'assassinat du duc de Guise qui l'affecte beaucoup. Elle reçoit les derniers sacrements et meurt le 5 janvier 1589 à l'âge de 69 ans. Elle sera inhumée à la Rotonde des Valois près de la nécropole royale de Saint-Denis. En 1719, elle est transférée à l'intérieur de la basilique Saint-Denis. Le 1er août 1793, les révolutionnaires profanent son tombeau et celui de sa famille, ainsi que celui de beaucoup d'autres rois et reines de France. Les corps sont jetés dans les fosses communes. En 1817, le roi Louis XVIII fait réinhumer tous ses ancêtres à Saint-Denis qui n'ont plus bougé depuis. Alors Laurence, ça vous a plu de parcourir l'histoire avec nous ? Bon, alors, ce script était un peu long, mais je trouve passionnant. Je remercie mes élèves d'avoir fait presque une autobiographie ou biographie. Je les remercie. Quand même, ils passent du temps à faire ça. Et puis, sérieusement, Kylian et Ethan, c'est la vérité historique. Et on peut remercier du travail d'archives et de sources. Bravo à eux. Et puis, sûrement à très bientôt. Il paraît que je vais faire un tabac. Oh que oui, vous allez faire un tabac. Et je peux même vous dire que cette émission était vraiment très attendue par le public. Allez, merci à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro le mois prochain avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée à tous. Rendez-vous le vendredi 3 décembre à 21h si tout va bien. Ciao à tous.
Elle décide d'ouvrir à l'automne 1561 le colloque. Alors, petit aparté, selon des sources très importantes, on sait que Ethan ne sait pas faire des pâtes, donc quand on parle de cuisine italienne, vous imaginez. Elle sera Non. Pourquoi elle sera inhumée? Y a pas de thé qui se promène. Elle est morte du rhume. C'est ça. Elle est morte du Covid. Elle sera inhumée... Non, attends, tu rigolais. Covid du 15e siècle. Covid 69.